toutes, il est 14h. Bienvenue sur ce webinaire, cette nouvelle édition du webinaire de Culture RH. On est le dernier jour de septembre. On clôture le mois de septembre en beauté parce qu'on va parler d'un sujet un peu épineux, mais en même temps un sujet important, crucial pour clôturer cette rentrée. Je vois que vous êtes connectés. Bonjour Céline, bonjour Delphine, bonjour Charles, bienvenue à tous. Je crois qu'il y a un problème de son. Voilà. Désolée pour ce petit problème technique. Je pense que peut-être que Louis, il faudrait que tu coupes ton son pour pas qu'on entende l'écho qui est dans le micro de Elodie. Voilà, on va y arriver. Bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. On va parler aujourd'hui absentéisme, cette crise silencieuse, et on a pour ce faire deux invités qui sont là aujourd'hui. Je vais vous inviter à dire quelques mots sur vous-même. Elodie, Louis, qu'est-ce que vous faites de beau? Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Là, je vous laisse prendre la parole. Dites-nous tout. Je me présente, Louis Fourier. Donc, moi, je suis le cofondateur de Sideker et je m'occupe au quotidien de toute la partie tech. Donc, je conçois tout le produit qu'on fait, notamment dans tout ce qui est la plateforme RH, qui aide donc du coup les RH au quotidien dans différentes tâches, notamment à créer leur politique santé, mais bien plus. Et du coup, on a créé cette boîte avec mon associé Anna Rossin, qui n'a pas pu se joindre aujourd'hui. Et du coup, il y a 7 ans. Et aujourd'hui, on a plus que 8000 entreprises clientes et plus de 100 000 assurés qu'on essaie de servir au mieux tous les jours. Super. Et donc, Elodie? Moi, déjà merci à tous d'être là, je suis très contente. Donc moi je suis Elodie, je suis responsable de l'équipe commerciale chez Sideker depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Aujourd'hui, moi j'accompagne une équipe de 12 commerciaux experts santé, je dirais plutôt des experts santé que je soutiens au quotidien dans leurs objectifs, leur développement et leur engagement. Avant cela, moi j'ai travaillé un peu plus de 6 ans dans le secteur du luxe, notamment dans ma dernière expérience chez Kenzo, où j'étais en charge en fait de la stratégie commerciale pour les flagships de la marque. Je collaborais étroitement entre les équipes merchandising, donc sur les aspects business, tout en assurant le lien avec les équipes terrain et les ressources humaines sur les sujets de management et de recrutement. Du coup, le sujet de l'absentéisme, je le connais bien, ça me parle beaucoup. J'y ai été confrontée pendant de nombreuses années sous différentes formes et même encore parfois aujourd'hui. Donc, je suis vraiment ravie d'échanger sur ce thème qui concerne tous nos métiers. Voilà. Super. Alors, pour répondre à la première question, oui, il y aura bien un replay, c'est automatique. Dès lors que vous êtes inscrit à ce webinaire, vous le recevez dans votre petite boîte mail juste après la fin de ce webinaire. Donc oui, le replay sera transmis. On est là à peu près pour 1 heure ensemble. Je le redis à chaque début de webinaire, mais ce webinaire, il est vraiment conçu pour vous qui êtes en train de nous écouter. Donc, sentez-vous à l'aise de rebondir, de poser des questions. Moi, je me ferai votre relais auprès d'Elodie et de Louis. Puis évidemment, on gardera un temps à la fin si jamais des questions sont restées en suspens. Et puis, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Elodie, est-ce que tu veux bien déjà nous briefer pourquoi ce sujet, quand on parle d'absentéisme, de quoi on parle et où est-ce qu'on en est avec ce sujet, je l'ai dit en intro, un peu épineux pour nos RH qui nous écoutent aujourd'hui. Tu nous briefes? Yes, alors effectivement, Anaïs, qu'est-ce que c'est l'absentéisme? On parle surtout de toutes les absences en fait, qui sont imprévues. On parle d'arrêt maladie, de burn-out, de troubles squelettique, mais pas de congé, pas de RTT en fait à proprement parler. C'est juste ce qu'on voit pas venir. Donc c'est justement ce qui rend la gestion compliquée. Donc effectivement, on en parle souvent à demi-mot, on le subit au quotidien, mais on mesure rarement en fait à quel point l'absentéisme pèse sur nos organisations, sur nos équipes et sur nos budgets. Il faut savoir que vous voyez, depuis 2019, les arrêts de travail ils ont augmenté de 41%. Cette hausse, elle confirme clairement que l'absentéisme c'est plus un phénomène marginal, mais vraiment une dynamique très lourde. En moyenne, il faut savoir que c'est à peu près 23,3 jours d'arrêt par salarié en 2024. Juste pour que vous ayez une petite idée, il y a 11 ans, on était à 11 jours de moins. Un autre chiffre important, ça veut dire que c'est un salarié sur 3 qui a été arrêté au moins une fois dans l'année. Et pour tout ce qui est arrêt de longue maladie, donc plus de 2 mois, ça a bondi de plus 58% depuis 2020, depuis le Covid.
Donc, effectivement, c'est un peu le thème de ce sujet. C'est moi, ce que j'appelle une crise silencieuse. Elle ne fait pas la une des journaux, mais elle gangrène progressivement le fonctionnement de l'entreprise. Voilà. Pour info, toutes les données qu'on va vous transmettre pendant le webinaire, elles proviennent des sources comme le Datascope de AXA ou encore le baromètre de Mercer. Enfin, tout est accessible dans la présentation que vous aurez. Voilà. Du coup, donc on a défini l'absentéisme aujourd'hui. Qui sont les plus touchés? Vous verrez que les réponses, elles réservent parfois quelques surprises. Il y a une réalité étonnante et que les plus concernés sont les jeunes actifs de moins de 30 ans. 27% d'entre eux ont eu un arrêt en 2024. Cette tranche d'âge, surtout aujourd'hui, elle est souvent en phase d'installation dans la vie professionnelle, elle est exposée à la précarité, au stress, qui engendre du mal-être. On a également les moins jeunes qui sont pas mal touchés. On constate 7% d'augmentation chez les plus de 55 ans due aux maladies chroniques. Et tout comme les jeunes actifs, les cadres sont aussi touchés par la santé mentale. Il y a 41% d'arrêt de travail en plus depuis 2019, conséquence du stress, burn-out et anxiété. Et lorsqu'ils s'arrêtent, c'est souvent pour des longues durées. Pour rappel, le burn-out, c'est un état d'épuisement profond qui est lié au travail. Souvent, on se sent vidé émotionnellement, déconnecté de ce qu'on fait, un peu comme si on agissait en pilote automatique. Et on a l'impression de ne plus être efficace ou utile, même si on fait beaucoup d'efforts. En gros, c'est comme si on court un marathon tous les jours, sans pause, sans satisfaction, et qu'à un moment, le corps et la tête, ils disent stop. En bref, vous l'aurez compris, l'absentéisme, c'est pas anodin, ça touche tout le monde et dans tous les secteurs. Aujourd'hui, si la majorité des absences, elles trouvent leurs origines dans des causes légitimes, comme je viens de le dire, il y a certaines qui cachent malheureusement des pratiques frauduleuses aussi, il faut le savoir. Donc, c'est ce que on va passer du coup à la slide suivante. La fraude aux arrêts de travail, il faut savoir qu'elle est en nette progression. En 2024, on parle de 42 millions d'euros de fraude détectée aux indemnités journalières, soit une hausse de 150% par rapport à 2023. C'est énorme. Concrètement, il y a un arrêt sur 3 qui est contrôlé qui s'avère injustifié. Du côté des salariés, ça passe par la falsification de certificats, la répétition d'arrêts courts pour créer des ponts, ou encore le travail dissimulé pendant l'arrêt. Mais certains professionnels de santé y participent aussi, avec des arrêts de complaisance, l'abus de la téléconsultation, notamment des arrêts de plus de 3 jours qui sont délivrés sans médecin traitant, ou encore de véritables réseaux frauduleux où clairement on paye pour avoir un arrêt de travail. On a un petit exemple très récent. Le 3 septembre, il y a 3 semaines, dans les Hauts-de-France, il y a 30 médecins qui ont été ciblés par la CPM pour avoir délivré trop d'arrêts de travail. Bon, après, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. Je lance un peu le débat, mais c'est est-ce qu'il faut uniquement regarder la santé par les chiffres ou est-ce qu'on pense avec un contre-exemple à un médecin qui est dans une région où il y a une population beaucoup plus à risque? Forcément, il va... Oui, c'est ça. Voilà, bon, je lance le débat, à voir. Mais en tout cas, ces chiffres, ils montrent que la fraude, c'est pas un phénomène marginal, mais bien un enjeu majeur de maîtrise des dépenses sociales. Et donc, ce que dit Margot, d'ailleurs, dans le chat, elle dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour détecter les arrêts frauduleux? Si je comprends bien, ce sont les chiffres qui parlent. C'est ça. C'est ça? D'accord. Ok. Là, c'est les chiffres qui parlent. Déjà, du coup, face à cette explosion des fraudes, il y a l'État qui n'a pas tardé à réagir. Ça a déjà commencé. Pour combler un déficit croissant de la sécurité sociale, il a commencé un petit peu à resserrer la ceinture en durcissant les règles sur les arrêts. Du coup, aujourd'hui, il y a plusieurs mesures qui sont rentrées en vigueur. Déjà, vous le savez tous, vous l'avez vécu. En avril 2025, il y a le plafond des indemnités journalières qui a été revu à la baisse. On est passé de 53,31 € par jour à 41,47. Autrement dit, les arrêts sont désormais bien moins indemnisés qu'avant, ce qui, logiquement, peut-être va décourager certains arrêts injustifiés, mais qui pèse par contre sur les salariés honnêtes, parce qu'il y a quand même des vrais malades. La question également des jours de carence, il existe déjà dans le privé, mais dans leur application varie fortement en fait en fonction des conventions collectives.
Certains salariés sont protégés, d'autres pas, ce qui crée quand même une vraie inégalité de traitement. Et depuis juillet, il y a également un nouveau formulaire papier anti-fraude, donc comme vous pouvez le voir sur la petite photo, qui a été instauré. Il est obligatoire réellement depuis le 1er septembre, avec plus de sécurité, un meilleur suivi administratif pour éviter en fait, la falsification des arrêts. Il possède 7 points d'authentification. Il y a une petite étiquette holographique, comme vous pouvez voir juste à côté, de l'encre magnétique, des nouvelles bandes oranges, etc. Il a été mis en place pour diminuer les risques de fraude. Bon, et après, l'État, il souhaite quand même passer dans la mise en place d'arrêts dématérialisés. Voilà, ça va continuer également. En 2026, il faut savoir que le gouvernement, il envisage d'aller encore plus loin avec une première piste pour abaisser encore le plafond des IJSS. Pour le rapprocher de 0,58 SMIC, aujourd'hui on est à 1,4, à voir. La deuxième piste, ce serait également d'imposer 3 jours de carence dans le secteur public, alors qu'aujourd'hui il n'y en a que 2. Et la troisième piste, ce serait également de limiter les arrêts prescrits par les médecins de ville à 15 jours maximum, pour réduire vraiment les abus liés aux arrêts de longue durée. Bon, voilà, il y a plein de choses qui sont à venir, mais en tout cas, la tendance, elle est à la hausse. Et ça soulève aussi pas mal de questions finalement, parce que je vois, Elodie, il y a Colette dans le chat. Alors là, je fais vraiment appel à ton analyse, ou voilà, c'est peut-être pas forcément objectif, mais Colette, elle dit est-ce que tout ça vous paraît corrélé à plusieurs facteurs tels que les dérives des objectifs et KPI toujours plus hauts exigés par le top management, induisant un épuisement global, voire surépuisement généralisé des équipes qui se désengagent? Peut-être que c'est pour faire écho à la première slide où tu partageais le fait qu'il y avait eu une croissance de l'absentéisme. Est-ce qu'on fait ce lien ou pas aujourd'hui? Il y a ce recul, cette analyse ou pas? Tout à fait. C'est là où j'en viens. On y vient. Et voilà, exactement. Je ne sais plus qui a lancé qui a posé la question, mais en tout cas, voilà, on y vient. Donc, au-delà de la fraude et des réformes de l'État, des chiffres, il y a un autre sujet de fond, c'est vraiment l'absentéisme en lui-même. C'est quand les salariés sont absents, l'entreprise en subit directement les effets. Donc, c'est maintenant qu'on va constater ce qui passe chez vous en tant que RH. Donc, en France, il faut savoir que l'absentéisme, c'est un réel poids financier pour une entreprise. On parle de 100 milliards d'euros par an au total, entreprise plus État. Pour une entreprise, ça revient en moyenne à 4 000 euros par salarié par an. C'est une moyenne. J'imagine que pour les équipages, c'est de l'argent qu'on préférait investir ailleurs. Mais globalement, il faut savoir que 4 000 euros, ça pourrait donc les coûts directs. Les coûts directs, c'est quoi? C'est les salaires qui sont versés pour des jours non travaillés. Donc, c'est vraiment la partie la plus visible. Et ensuite, vous avez les coûts indirects. C'est un peu les effets cachés, mais qui pèsent encore plus. C'est la non-production, le travail de l'absent qui n'est pas fait, donc des retards, une baisse de productivité, le surtemps, les collègues qui doivent rattraper la charge, la fatigue, des motivations, des risques d'erreur, et également les sursalaires. Les sursalaires, c'est quoi? C'est l'entreprise qui continue de payer, voire doit financer un remplacement. Je pense également à une autre métrique qui n'est pas écrite, mais on parle aussi des surconsommations qui correspondent un peu aux biens et services consommés en excès. C'est quoi? C'est par exemple le recrutement des freelances, parce que on a un besoin supplémentaire. Voilà. Donc même si on n'en a pas toujours conscience, l'absentéisme, il impacte directement la performance, l'organisation et le climat social de l'entreprise. J'ai une petite question du coup. Est-ce que parmi vous, vous pouvez répondre sur le chat, vous arrivez à estimer l'absentéisme dans votre entreprise? Je souris parce qu'il y a justement une grille dans le chat qui dit: est-ce qu'il y a une formule pour calculer ce coût d'absentéisme? Figurez-vous que ça va venir. On va vous briefer. Enfin, moi non, mais c'est top. C'est compliqué. Alors, il y a du non dans le chat. Non, justement. Non, c'est compliqué. Non plus. Solène nous dit oui. Il y a un oui parmi les non. Non, trop compliqué. Non. Bon, il y a une majorité de non dans le chat, sans grande surprise. Alors, comment on fait? Eh bien, si. Justement. Donc, il y a l'Institut Sapiens, qui est un institut qui produit beaucoup d'analyses, qui nous donne le détail de ces calculs pour arriver à ce chiffre que je vous parle de 4 000 euros par salarié par an. Comment on calcule le coût de l'absentéisme en entreprise, mais surtout, pourquoi c'est si important?
Pour le comment, rassurez-vous, moi, je ne vais pas vous faire un cours de mathématiques. Ce n'est pas mon truc. Voilà. Mais par contre, comme vous le voyez, la formule, elle est assez complexe. Donc, c'est pour ça qu'on a simplifié la tâche. Vous pourrez retrouver la formule complète en fin de webinaire si vous le souhaitez. Et pour éviter les casse-têtes Excel, on a même préparé un modèle clé en main pour calculer vos propres coûts d'absentéisme. Donc, si vous êtes intéressé, vous nous le dites, on va vous l'envoyer. Mais le plus important, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est crucial de connaître le coût de l'absentéisme dans votre entreprise ? Parce qu'en fait, déjà, chiffrer un problème, c'est commencer par le résoudre. Donc, ça va vous permettre de prioriser par rapport à d'autres sujets RH. Ça va vous permettre également de mesurer concrètement combien l'absentéisme pèse sur votre budget RH et donc de savoir derrière où est-ce que vous pouvez aller, quelles actions gratuites on peut mettre en place, quels investissements justifiés, etc. Mais aussi d'ouvrir une vraie réflexion, c'est et si cet argent perdu, entre guillemets, pouvait être réalloué à des actions qui renforcent l'engagement et le sentiment d'appartenance à des salariés à l'entreprise. Donc, voilà. Certes, là, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de coûts depuis le début, mais l'absentéisme, ça ne se résume pas à une ligne budgétaire. C'est aussi un phénomène qui fragilise directement vos équipes et met en péril tous vos projets. Et donc, on va approfondir sur l'absentéisme qui pèse sur votre organisation avec plusieurs points. Le premier, ça va être le surcroît de travail. En effet, quand un collaborateur est absent, la charge se répartit sur ceux qui restent. Donc, résultat, vous avez des retards dans les projets, une baisse de performance, des tensions qui sont liées à la surcharge, les managers qui doivent jongler en permanence avec des plannings un peu perturbés. Deuxièmement, vous avez l'effet domino. Plus il y a d'absence, plus cela alimente un cercle vicieux, surcharge, démotivation, désengagement, turnover. Et hop, rebelote. Et vous le savez, chaque départ entraîne à son tour un besoin de recrutement et donc encore plus de pression sur les équipes RH. Et donc, troisième point, on a également le climat social. Il faut savoir qu'il y a 50% des entreprises qui constatent que l'absentéisme nourrit des tensions internes, suspicion entre collègues, des sentiments d'injustice, des pertes de confiance. Donc, effectivement, l'absentéisme, on ne parle pas seulement d'organisation, mais aussi de cohésion d'équipe et de culture d'entreprise. Donc, comme on vous l'a mis là, il y a 2 chiffres hyper importants. Il y a 45% des managers qui déclarent ressentir un mal-être lié à la gestion des absences et 40% des RH qui disent manquer de temps justement pour s'attaquer aux profondeurs à ce sujet. Parce que il y a plein d'autres priorités. C'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, c'est que le constat, c'est que ça montre que l'absentéisme, ça a un double impact. Ça coûte cher, mais il use aussi toutes les équipes. Donc le vrai défi, c'est de réussir à anticiper et à traiter les causes avant que la situation ne dégénère. Donc on a compris. C'est un cercle. Voilà, donc on a compris maintenant qu'il y avait un gros problème, vous le savez tous, et pas des moindres. Donc la question que vous posez tous maintenant, c'est comment éviter d'être touché en entreprise. Et donc je vais avant même. Vas-y. Je disais du coup, je vais laisser la parole à Louis qui va vous dire comment éviter. Alors, on n'a pas non plus des solutions miracles, mais on peut aider. Voilà. J'allais dire, avant même cette question, il y a une question dans le chat, c'est est-ce qu'on peut avoir ce modèle Excel ? Le peuple culture RH réclame le modèle Excel dont tu as parlé. Non, mais vraiment, promis, on va vous le transmettre. C'est précieux, ça va vous permettre en tout cas d'avoir une base pour aller défendre ensuite vos projets. Parfait. Donc, comment est-ce qu'on va rompre ce cercle vicieux, du coup, Louis ? Donc, c'est l'objet de la seconde partie. Il faut couper du côté de… Voilà, merci. Présentation. Vous m'entendez bien ? Je suis désolé, on a des petits problèmes de son. Tout va bien, ça y est, c'est bon. Et donc, c'est l'objet de la seconde partie de cette présentation, c'est vraiment de vous présenter les leviers simples et pragmatiques que vous pouvez actionner. Et pour cela, on les a organisés en 3 grands blocs. Donc, le premier bloc, il va vous présenter en fait tous les leviers que vous pouvez actionner avant l'arrêt, donc notamment toutes les actions de prévention et de détection pour limiter les risques d'absence. Le deuxième bloc va vous présenter les actions que vous pouvez faire pendant l'arrêt, notamment pour mieux accompagner le salarié et notamment pour vous aider dans votre gestion administrative de cet arrêt. Et enfin, le dernier bloc, il va exposer en fait les bonnes pratiques pour réussir un point assez important, c'est notamment le retour à l'arrêt
pour éviter les rechutes qui généralement entraînent du coup les arrêts les plus longs et du coup les plus coûteux pour l'entreprise, à la fois en coût direct et en coût indirect, comme l'a présenté Élodie. Très clair. Alors, la première chose sur laquelle je voudrais commencer, c'est du coup sur la prévention. Donc, on en parle beaucoup, hein, mais il faut qu'on soit très clair sur un constat, c'est que 62% des salariés estiment que leur direction n'est pas vraiment impliquée dans la prévention. Donc, c'est un sujet qui revient souvent, hein, la prévention, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, mais pour vous dire, on a encore de la marge de manœuvre en tant qu'à la direction et aux ressources humaines pour encore faire plus. Pareil, il y a 75% des salariés qui jugent nécessaire de réaliser régulièrement des bilans de bien-être. Donc encore, il y a des choses à faire là-dessus. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de solutions qui existent. L'idée ici, on ne va pas vous présenter des choses qui peuvent être mises en place sur le long terme, comme mettre en place une culture saine, RH, ou faire la formation des managers, où là, c'est des sujets sur le long terme qu'il faut faire, c'est pas ce que je dis qu'il ne faut pas faire. Oui, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de vous donner des actions, des leviers qui sont actionnables assez rapidement. Du concret. Voilà, assez concret. Donc la première chose, c'est que moi j'insiste beaucoup, c'est sur ce volet dans la prévention de la détection. On viendra sur la vraie prévention, mais aussi sur le volet de la détection. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très simple, qui peut être actionnable facilement. C'est qu'est-ce qu'on met en place, quelle est la routine de détection d'un mal-être dans l'entreprise. D'accord ? Et ça peut passer par des choses très simples. Donc, ça peut passer par des mood boards. Donc, ça veut dire en gros, de manière régulière, sonder en gros, grosso modo, comment la personne se sent aujourd'hui. D'accord ? Avec des questionnaires très simples qui sont réguliers. Ça peut être par des formulaires. On met en place les modèles de QVCC, de QVCT que vous trouvez d'ailleurs partout, qui peuvent sonder tel ou tel point. Est-ce que le management se passe bien? Est-ce que, je ne sais pas, l'onboarding s'est bien passé, etc. Il y a plein de façons de faire, il y a plein de modèles de QVCT, on vous en donne des exemples, il y en a plein d'autres, et qui permettraient dans votre routine, de la même façon que vous avez une routine d'onboarding, de créer des routines pour chaque type d'événement de vie dans notre entreprise, qui vous permettraient de sonder régulièrement en fait vos collaborateurs. Alors souvent, on s'interroge sur l'efficacité de telle mesure, mais je dis souvent, même si, par exemple, ça ne permet de détecter que 15-20% des arrêts, c'est déjà toujours ça de moins, et effectivement, ça coûte pas très cher à mettre en place d'un point de vue financier et surtout d'un point de vue temps. Et du coup, c'est des actions qui sont quand même assez, qui ont un retour sur investissement qui est très fort. Pour vous dire, du coup, nous, chez Cellcare, on met en place, du coup, on donne cette plateforme, tous ces outils qui nous permettent, du coup, d'activer cet effet de levier facilement. Le deuxième volet, c'est que vous allez voir, vous avez des ressources, en fait, qui sont déjà présentes dans l'intégralité de vos contrats. Pareil, donc c'est en fait, vous cotisez chaque mois pour des dispositifs, et pourtant, et ça, on le sait, nous, on le voit en tout cas de notre côté, c'est des services qui sont inclus, en fait, dans la plupart de vos contrats, à la fois de santé et de prévoyance, mais qui ne sont jamais utilisés ou très peu et encore moins actifs. Donc vraiment, je vous invite à vous rapprocher de votre assureur, de vous rapprocher de votre conseil. Je vous donne des exemples. Là, vous pouvez voir, dans quasiment tous les grands assureurs ont des outils de diagnostic qui permettent du coup d'aller faire de la prévention, de faire des bilans aussi également, notamment sur la fatigue mentale, la fatigue physique, sur les troubles musculo-squelettiques, qui permettent de faire des actions de prévention, des ateliers collectifs, des formations, des plateformes de bien-être qui sont accessibles en ligne. Voilà, on vous donne plein d'exemples. Il y a aussi du soutien sur la santé mentale. Vraiment, vraiment, je l'insiste, lisez bien vos contrats, demandez conseil parce qu'il y a vraiment des choses qui sont incluses. Ce n'est pas des coûts en plus, etc. C'est vraiment inclus dans tous vos contrats de santé. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important de les activer parce que du coup, c'est très simple. Ça ne changera pas votre budget. C'est à portée de main. Exactement. Donc vraiment, comment l'actionner? Il faut vous rapprocher de votre conseil et de votre assureur et vraiment, ils seront ravis parce que c'est des choses qui aujourd'hui, ils ont mis en place mais qui sont très peu utilisées. J'arrive pas à changer. Voilà, hop. Un autre point assez important, donc je vais aller assez vite, mais c'est quelque chose aussi qui est souvent méconnu. Donc au-delà de votre contrat, il y a des choses qui peuvent dépasser le cadre de votre contrat. C'est ce qu'on appelle du coup le fonds social. Quasiment tous les assureurs le pratiquent et vous cotisez en fait au travers de vos cotisations. En fait, généralement, c'est entre 1 et 2% des cotisations, soit de mutuelle, soit de prévoyance, soit des deux, qui cotisent pour un fonds social. Ce fonds social, en fait, il peut être activé pour des situations du coup qui sont exceptionnelles. Donc, soit des situations personnelles, un de vos salariés, un de vos collaborateurs, du coup, a une situation personnelle exceptionnelle, un décès, etc., ou quelque chose qui va l'affecter profondément, ou quelque chose de collectif. Donc, par exemple, votre entreprise a eu un décès, ça affecte collectivement donc l'ensemble des collaborateurs, et là, vous pouvez demander donc le soutien du fonds social.
C'est une cagnotte en fait qui est solidaire, qui est alimentée automatiquement par vos cotisations. Et il est utilisé en fait donc vraiment pour les périodes difficiles et notamment du coup pour financer les actions collectives de prévention ou financer en fait des coups de pouce financiers ponctuels pour un salarié. D'accord? Donc comment faire, L'idée elle est très simple, c'est pareil, demandez votre conseil à votre assureur, vous allez devoir remplir un dossier présentant en fait du coup ce cas-là et il va pouvoir du coup ils vont pouvoir du coup actionner certains mécanismes qu'ils connaissent ou qui sont très particuliers. Je vous donne des exemples qui sont très concrets. Voilà, nous, aujourd'hui, des actions concrètes qu'on a du Fonds social, juste un assureur, qui est le Fonds social de Generali, qui ont été mis en place. Donc, ils passent par des ateliers qui sont directement en entreprise. Donc là, c'est un atelier animé par 2 praticiennes sur les risques psychosociaux dans une entreprise, des interventions d'éthiciennes contre la malnutrition pour une population ultra sédentaire, donc qu'on peut remarquer si c'est quelque chose qu'on fait remonter. Enfin, des applications qui mettent à disposition gratuitement jusqu'à l'intervention de cette sage-femme. Donc, ça peut vraiment avoir des choses qui sont digitales, mais en fait, surtout des actions concrètes qui arrivent directement dans l'entreprise, toujours au travers de vos cotisations que vous payez déjà. Donc ça, c'est important tout ce travail-là que vous faites aujourd'hui de diffuser ce type d'informations parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a même pas besoin de moyens démesurés pour agir. En fait, on a déjà tout à portée de main, c'est juste qu'on ne le sait pas forcément, en fait. Exactement. En fait, souvent, on ne se rend pas compte, mais bon, les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup de cotisations, mais les gens ne se rendent pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière. Et pour être transparent, c'est aussi un problème de communication de la part de ces acteurs, et qui pourtant, vous allez voir, sont très contents d'accompagner en fait leurs assurés et leurs clients là-dessus. Je vous invite aussi à regarder aussi tout ce que vous avez du côté de la médecine du travail, qui a aussi beaucoup de services qui sont en travers de ces cotisations, notamment de prévention, et qui peuvent vous aider là-dessus. Et toi, d'ailleurs, il y a Valentine dans le chat, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, je ne savais pas qu'on pouvait faire autant de choses avec le fonds social. Jessica qui dit, bah oui, totalement. Elle non plus ne savait pas tout ça. Donc, d'où l'intérêt d'un webinaire comme aujourd'hui. Voilà, je vous invite à regarder. Alors après, effectivement, il ne faut pas en abuser, c'est vraiment pour des situations exceptionnelles. C'est exceptionnel ou en gros qui peuvent être détaillés. Mais pour le coup, pour vous dire, on peut mettre vraiment en place des leviers simples, efficaces et qui sont pour le coup vraiment qui vont aller sur place. Super. Alors maintenant, on va passer donc, du coup, à toute la partie, notamment des leviers qu'on peut activer pendant l'arrêt. Alors, pour ça, première chose, je vais revenir donc sur le contrat de prévoyance. Donc, première chose qu'on peut se demander, c'est aujourd'hui combien d'heures par semaine ou par mois vous passez en tant que RH à suivre les dossiers d'arrêt maladie, à relancer les salariés sur les documents ou à gérer les IGSS. Généralement, c'est tout le temps trop, parce que ce n'est pas les sujets les plus passionnants, mais c'est indispensable, notamment là d'un point de vue administratif. Alors, c'est important, le contrat de prévoyance, il est vraiment lié directement donc, du coup, aux arrêts de travail. Et du coup, pourquoi c'est important? Donc, il y a 3 grands volets, bien sûr. Il y a notamment le maintien de salaire, qui va être une des premières garanties, ainsi que la franchise, en nombre de jours. Donc, ça va être les 2 grands critères qu'on va regarder pour évaluer du coup, un contrat de prévoyance vis-à-vis d'un contrat de prévoyance vis-à-vis des garanties. En fait, c'est les principales garanties. Première chose, c'est déjà, il faut regarder vis-à-vis de sa convention collective si on respecte, on est bien du coup en adéquation avec du coup ses obligations légales. Et la deuxième, après, c'est vous poser la question de, effectivement, toujours savoir c'est quoi vis-à-vis de votre population les garanties dont vous avez besoin. D'accord ? L'idée, c'est que vous allez voir, bien sûr, si vous protégez très fortement en abaissant le nombre de franchises, vous allez payer plus cher. Et si vous mettez un maintien de salaire plus grand, vous allez voir, c'est très bien pour la boîte puisque ça lisse les problématiques de paiement, mais bon, du coup, ça va revenir plus cher. Donc vraiment, c'est à vous de voir en fonction de la trésorerie de la boîte, c'est un travail à faire, en fonction de votre typologie de population, c'est quoi les bonnes garanties à prendre. Nous, voilà, c'est là où un conseil va vous accompagner, c'est pas de prendre les meilleurs forcément, ça dépend vraiment de la typologie de votre entreprise et ça va même juste à la santé financière de votre entreprise. Normalement, c'est un vrai débat. Enfin, par contre, il y a quelque chose qui n'est pas un débat, c'est dans tous les cas, il faut absolument que vous vous assuriez d'avoir une gestion qui soit simple et fluide. Ça, j'insiste parce que beaucoup de gens parlent en ce moment de tout ce qui est lié à la santé, donc à la mutuelle, et peu de gens parlent de la simplification des parcours, de les rendre digitaux et simples, où, grosso modo, vous allez avoir vraiment une demande d'indemnisation d'ITT qui va être simple, avec un aller-retour avec les gestionnaires qui soit limpide, et sur lequel vous pouvez avoir un flux et un statut qui soit clair. Ça, c'est très important pour vous éviter. En fait, pourquoi c'est important? Du coup, ça vous fait gagner un temps fou et ça vous permet d'éviter donc, un temps fou et ça vous permet d'éviter de ne pas être payé. Parce qu'un autre point, c'est si vous ne faites pas de dossier, vous n'êtes pas payé.
Si vous faites mal les dossiers, vous pouvez avoir des sanctions, etc. Donc là, ça va avoir un impact direct encore sur votre trésorerie. Petit rappel, sur les contrats de prévoyance, c'est un des seuls sur lequel il y a encore une résiliation qui est annuelle jusqu'au 31 octobre, si vous voulez en trouver une meilleure. Alors, j'en viens à un petit calcul, je suis désolé, mais c'est très important que vous ayez ça en tête. Ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être dit et redit. Comme l'a dit Élodie, vous comprenez qu'en ce moment, l'État est en train de se retirer progressivement en fait, du financement des arrêts. C'est-à-dire, en gros, grosso modo, ce qu'il dit, je vais financer moins. Pour autant, il ne faut pas croire que ça ne va pas être sans conséquence sur l'entreprise et sur l'entreprise. Vous allez voir pourquoi. La majeure partie des conventions collectives en France vont imposer à l'entreprise le maintien de salaire de manière assez rapide. Donc, en fait, vont demander un maintien de salaire à 30%, voire à 100%, dès un nombre de jours, voire dès le premier jour de l'arrêt. Donc, par exemple, quand l'État a dit je vais réduire, moi je vais arrêter d'indemniser, la Sécurité sociale va arrêter d'indemniser, ou va indemniser va abaisser, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que c'est l'employeur qui va devoir compenser. D'accord? Puisque du coup, si on doit rester sur un maintien de salaire à 80 ou 100%, du coup, il va devoir compenser. Et l'assureur, généralement, il ne vient en relais qu'à partir d'un nombre de jours. Donc, c'est ce qu'on appelle, vous voyez, les deux schémas de franchise à 90 et à 30 jours. Donc là, pour vous dire, on a fait une petite simulation de la réforme des IJSS avant la réforme et après la réforme sur le montant finalement qui revient à l'État, à l'assureur et à l'employeur. Donc là, pour un cas d'un salarié qui est payé 52 560 €, avec une prévoyance qui assure 80% du salaire annuel en cas d'arrêt maladie, mais un maintien de salaire à 100% par l'employeur. Et donc, pour vous dire, vous pouvez voir qu'en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que le total de l'État passe de 37% à 28%, et le reste est du coup soit partagé entre l'assureur et l'employeur. Alors, on pourrait se réjouir du fait que ce soit l'assureur qui prenne en charge, mais il ne faut pas se mentir, il ne faut pas croire, si l'assureur prend plus de parts, ça va se répercuter sur les cotisations. Donc, en réalité, celui qui paye, c'est l'employeur. D'accord? Donc, c'est pour ça que je redis, c'est un sujet qui est très important pour les entreprises, et c'est pour ça que la lutte, en fait, vraiment pour avoir une bonne, donc du coup, une culture saine, et avoir en tête que c'est un enjeu RH effectivement de prévenir et de lutter contre les arrêts maladie. Pourquoi c'est important? Parce que du coup, ça impacte directement les entreprises. Au-delà même des coûts indirects, comme l'a évoqué Élodie, mais c'est vraiment important de s'en rendre compte. Et que du coup, en fait, la réalité, c'est que c'est pas un sujet qui est c'est un sujet qui est de moins en moins aux mains de l'État, mais de plus en plus aux mains des entreprises. Donc, j'en viens justement à une autre facette, qui est donc, comme l'a dit Élodie, je reprends ce chiffre, un tiers des arrêts contrôlés par la Sécurité sociale. Donc, à mon avis, il y avait aussi, effectivement, s'ils sont contrôlés, c'est qu'il y avait des indicateurs, mais un tiers des arrêts contrôlés indique une fraude. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un sujet mineur. Donc, ça, il faut quand même s'en prendre conscience, il ne faut pas se cacher, il faut en être vraiment conscient. Et là, je pense que c'est important d'avoir. Pareil, c'est quelque chose dont nous on s'est rendu compte que peu d'entreprises connaissaient en fait tous les leviers actionnables en cas de doute sur la fraude. La première chose, c'est le contrôle. En fait, ce qu'un employeur a le droit de faire, c'est de demander une contre-visite médicale par un médecin agréé. Alors, c'est un coût qui est 100% pris en charge par l'entreprise, même en cas de fraude. Donc, du coup, c'est environ 150 €. Donc, du coup, vous allez voir, il y a des organismes comme Mediverif, il y en a d'autres qui permettent du coup de faire ce genre de contrôle. D'accord? C'est très simple, grosso modo, on va y revenir sur le contrôle, mais grosso modo, ça permettra si le contrôle s'avère injustifié, si le contrôle montre que l'arrêt est jugé injustifié, grosso modo, vous allez pouvoir suspendre le maintien de salaire. C'est important, vous pouvez aussi également demander de faire ça via Amélie, via les CEPAM et Amélie, donc c'est une déclaration. Le problème, c'est que c'est des processus beaucoup plus longs et qui sont beaucoup plus incertains. Donc voilà, c'est les deux types de contrôles que vous pouvez faire. Un autre point, c'est le signalement. Donc, du coup, c'est effectivement comment on peut signaler. Donc, il y a un premier truc, c'est on peut faire un signalement anonyme d'un professionnel de santé, parce que la fraude, elle vient pas forcément, elle peut venir aussi d'un professionnel de santé. Donc, il faut faire des enquêtes récurrentes. Donc, ça, vous avez le droit de signaler un professionnel de santé sur le site Amélie. Bien entendu, on a vu qu'il y a maintenant une vérification qui doit être faite, et je pense que les RH doivent le faire sur notamment certains, maintenant les fiches, du coup, qui permettent d'avoir une meilleure protection.
Et enfin, vous pouvez faire un suivi statistique pour essayer vous-même de détecter les arrêts récurrents qui peuvent arriver et du coup qui peuvent vous guider sur avoir une discussion franche avec un salarié, voire enclencher des contrôles. Enfin, Et je pense le signalement est anonyme, juste pour précision. oui, C'est ça, hein? Ouais. exactement. C'est forcément, il est anonyme. Sinon, ce serait un petit peu compliqué. Enfin, il y a des outils de sensibilisation. Je pense que c'est très important de sensibiliser les salariés à la fraude, notamment pour que vous fassiez contrepoids à tout ce qui est évoqué dans les réseaux sociaux, qui explique que la fraude, c'est très simple, qu'il n'y a aucun risque et que du coup, ils peuvent empocher de l'argent sans rien faire. Hein. C'est vraiment ça qui est exposé dans beaucoup de réseaux sociaux, notamment auprès d'une population jeune. Et du coup, il ne faut pas hésiter à sensibiliser, notamment sur les sanctions qui sont possibles et qui sont très lourdes. D'accord ? Enfin, pour vous dire, maintenant, il y a de nouveaux encadrements, notamment la Sécurité sociale refuse tous les arrêts de téléconsultation, qui était quelque chose en fait qui était arrivé. Il y avait des plateformes entières qui se dédiaient, notamment, uniquement à la prise d'arrêt de travail, et du coup, qui étaient des plateformes qui étaient très borderline et maintenant qui sont désormais considérées comme interdites par la Sécurité sociale. Il y a quelques réactions, Louis, que j'aimerais bien te partager Bien sûr. dans le chat. Alors, il y a Jessica qui dit savez-vous comment nous pouvons le vérifier? Alors, je suppose qu'elle fait référence au nouveau CERFA. Vérifier si c'est un vrai. Je ne sais pas si c'est ça, Jessica, que vous voulez dire. Oui, c'est ça. Comment on s'assure que c'est bien le CERFA officiel avec le nouveau logo sécurisé? Ouais. Alors concrètement, vous ne pouvez pas. Oui, parce qu'il n'est pas sur le volet employeur en plus, le logo. Non, c'est pas à vous de le faire. Après, vous pouvez déjà voir s'il y est ou s'il n'y est pas. Parce que déjà, s'il n'y est pas, vous êtes sûr que c'est plus un bon certificat. Le deuxième, c'est qu'il y a quelques actions que vous pouvez faire. Si vous avez un doute, hein, moi je pense pas, je recommande pas de le faire systématiquement. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa non plus. Mais l'idée, c'est vraiment, vous connaissez mieux de toute façon vos employés que quiconque, vous pouvez avoir des doutes, etc. Et du coup, l'idée, c'est pareil, vous pouvez vérifier les numéros finesse des médecins, ça correspond bien, parce que généralement, ce qu'ils font, c'est la fraude la plus classique, c'est de dupliquer ça va être dupliquer un PDF qui existe déjà et de le remplir. D'accord. C'est complètement faux. Voilà, donc ça peut être de vérifier que ça correspond bien à son adresse, que c'est pas un médecin qui est à Nice alors que l'entreprise est à Bordeaux. Ça peut être toutes ces choses-là. Hein. Donc ça va de plus petits détails à des fraudes qui sont très béantes. Donc voilà, mais in fine, maintenant, ça va vraiment, grâce à ça, c'est que ça va rendre plus facile pour la sécurité sociale de contrôler plus efficacement. Okay. Mais oui, je pense que le volet à terme, comme l'a dit Elodie, c'est que je pense qu'assez rapidement, on va arriver sur une dématérialisation complète, puisque du coup, c'est ça qui va se passer, je pense. C'est que là, c'est la première étape. La deuxième, c'est que les médecins vont tout faire en ligne et que ça va avoir une base commune des arrêts, notamment pour éviter les arrêts à répétition. Ok. Tout à l'heure, quelqu'un disait par rapport au signalement et contrôle, enfin le délai que peut mettre Amélie, par exemple, à agir. Ingrid disait c'est peut-être plus facile à Paris qu'en province aussi. Il y a peut-être cette histoire de localisation. Et je me disais en t'écoutant, quand tu disais on connaît bien nos salariés, etc., je me dis avec les entreprises aujourd'hui qui sont en télétravail, par exemple, avec des salariés qui sont répartis un peu partout en France, peut-être que justement, c'est un peu plus opaque, on connaît peut-être moins nos salariés et c'est plus difficile finalement d'être alerte parce qu'on... Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là, pour le coup, je pense que c'est toute la culture RH à mettre en place pour bien les connaître, justement. Sinon, ça devrait faire l'objet d'un autre webinaire. Pour moi, c'est le travail, c'est encore un autre débat. C'est vrai. Mais oui, non, mais clairement la connaissance de ses collaborateurs, c'est une des clés de voûte. Et ça, je pense qu'aucun logiciel va remplacer. Et je pense que ça, c'est vraiment, il faut apprendre à connaître. Quel que soit le contexte. En termes de formation, etc. Nous, là, tous les éléments qu'on vous donne, c'est des éléments en plus qui sont, je pense, quand même dans un ordre de grandeur bien moins important que tout ce qu'on a de culture, comme j'ai dit, culture saine, de formation, etc., des collaborateurs, des managers. Ouais. Oui, on part du principe que tous les fondamentaux sont déjà là. Il y a des leviers qui sont actionnables très rapidement. Je vous donne un exemple concret de la mise en place d'un contrôle médical parce que c'est quelque chose où on s'est rendu compte que les gens ne connaissaient pas bien. Donc, c'est très simple. Grosso modo, il y a deux types de contrôles. C'est un contrôle soit inopiné à domicile pendant les heures de présence, puisque du coup, normalement, dans la fiche, il donne s'il y a des heures de présence ou pas sur lesquelles il est obligé de rester chez lui. Et du coup, soit il se présente pendant les heures de présence obligatoire, le médecin ausculte en cas de présence et on voit son rapport à l'employeur. Soit il y a un contrôle sur convocation. Donc, après, il peut se passer deux grandes choses, grosso modo. Soit tout se passe bien et
tout est justifié, il ne se passe rien. Soit il y a grosso modo 2 grandes conséquences à quelque chose d'injustifié, c'est soit la non-présence au domicile, d'accord? Donc c'est l'absence à la convocation. Donc là, directement, l'entreprise peut suspendre le versement du complément employeur, ainsi que du coup la sécurité sociale. Généralement, c'est suivi direct par la sécurité sociale, puisque du coup, le médecin contrôleur va en informer la CPAM. Et de manière assez récurrente, la CPAM suspend aussi. Avec un petit délai, mais elle suspend aussi du coup le versement. C'est immédiat, ok. Alors, pour la CPAM, ce n'est pas immédiat, mais vous avez le droit de suspendre immédiatement en tant qu'employeur. Oui, pour le... Il y a un arrêt non justifié, donc c'est après auscultation. Donc là, grosso modo, le médecin explique que c'est non justifié ou que la durée est jugée trop longue. Et là, de la même façon, on peut suspendre le complément employeur à la date de la contre-visite ou à la date fixée par le médecin s'il considère que la durée était trop longue. Pareil, la CPAM peut à son tour stopper les IJ et exiger une reprise du travail immédiate. Ok. Donc ça, c'est très concret. Pour vous dire, 150 €, donc c'est uniquement la charge de l'employeur. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Ça s'active assez rapidement. Donc voilà. Très clair. Et donc après l'arrêt, c'est pas terminé. Il y a encore des actions. Vous allez voir, c'est assez court, mais ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est donc, le dernier bloc, c'est après l'arrêt. C'est tout ce qu'on peut faire une fois qu'on a du coup un salarié revient d'arrêt ou même pendant l'arrêt, parce que du coup, vous allez voir qu'en fait, vous, normalement, vous n'avez pas le droit de communiquer avec un salarié en arrêt. En revanche, votre prévoyance peut le faire. L'idée, elle est quand même générale. L'idée, c'est la suivante. C'est grosso modo que le vrai enjeu, c'est d'assurer un retour en douceur pour éviter les rechutes, les tensions ou même les désengagements d'un employé. D'abord, il y a les obligations légales. Vous savez que la médecine du travail impose une visite de pré-reprise qui est obligatoire après 30 jours d'arrêt, accident, maladie professionnelle ou congé maternité. On vérifie donc si le salarié est apte à son poste et peut recommencer et on peut recommander une adaptation du poste, un reclassement, voire le médecin du travail peut donner un avis d'inaptitude. Bon, il existe aussi des dispositifs publics. Le service social peut évaluer la situation globale du salarié, l'orienter vers les bons interlocuteurs et l'accompagner dans cette démarche de maintien ou de reconversion. Et après, il y a tout ce que vous pouvez vous mettre en place. Donc, c'est un programme personnalisé. Donc, moi, j'insiste, de la même façon généralement que tous les RH ont un super onboarding. Généralement, ils ont un template onboarding de tout ce qu'il faut faire. Je les invite aussi également à avoir un template de retour d'un arrêt maladie long. Oui, ça peut être vu comme un nouvel onboarding, quoi. Exactement, c'est vu comme en gros, ok, alors il faut le traiter différemment, mais effectivement, c'est vraiment important. Et du coup, je les invite vraiment à voir leur modèle mental de comment aider finalement un collaborateur qui revient d'un arrêt maladie long. Et donc, du coup, l'idée, c'est pareil, vous avez des bilans médicaux, il y a des choses qui sont incluses dans vos contrats de santé. Donc, vous voyez, AXA propose un programme personnalisé pour accompagner les salariés après un arrêt long lié à des TMS, lombalgie ou RPS. Il est activable dès la fin de l'arrêt. Pareil pour Malakoff, qui fait des formations en ligne sur les risques professionnels, des plateformes interactives de prévention santé. Il donne des guides pratiques pour les RH et il anime des ateliers de sensibilisation. Alors, vous allez me dire, pourquoi les assureurs, ils veulent absolument ça? En fait, ils sont alignés avec ça. Leur but, c'est d'éviter le plus possible qu'il y ait des rechutes. Pourquoi? Parce que c'est eux qui payent. D'accord? Donc, pourquoi ils financent tout ça? C'est parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils sont alignés avec l'entreprise, c'est qu'ils ne veulent pas que les salariés rechutent, parce que du coup, ça va faire des arrêts longs et sur lesquels ils vont devoir financer. D'accord? Donc, pour le coup, appuyez-vous vraiment sur tout ce que vos contrats, en fait, ont, mais aujourd'hui, qui ne sont si peu activés, pour accompagner, etc. Et du coup, pour faire ça, il faut vraiment que vous ayez votre template de retour d'un employé d'un arrêt maladie long. Et ça, j'insiste, je pense que c'est très important, parce qu'on ne le traite pas de façon systématique, alors ça devrait être traité de façon systématique. Justement, c'est intéressant. Il y a Tiffaine dans le chat qui partage son retour d'expérience différent de la France. Elle dit qu'en Belgique, pour les arrêts de longue durée, on est légalement tenu de faire un trajet de réintégration des travailleurs en incapacité de travail. Ça vous parle, cette mesure, côté Belgique? Non. Merci Tiffaine du partage. Non, mais je pense que ça met le point sur ce que je pense que c'est effectivement très important. Après, pareil, c'est aussi un accompagnement RH, de reparler, etc., d'échanger, mais je pense que c'est vraiment important de construire ça. Et sachez que c'est, du coup, généralement, les arrêts longs de toute façon, c'est un moyen, c'est aussi un signal, un premier arrêt, que ça peut se prolonger, etc. Donc, c'est presque aussi, est presque arrivé trop tard, mais c'est un premier arrêt, ça peut être vraiment un signal important de détection d'un vrai malaise et pour éviter que ça rechute. Généralement, pour vous dire, les arrêts longs, et donc du coup qui sont les plus coûteux pour l'entreprise d'un point de vue direct et indirect,
ils commencent généralement par des arrêts plus courts qui se prolongent au fur et à mesure. C'est très important pour le coup, de réagir assez rapidement. À partir de quel moment on doit... voilà, c'est ce que Hélène demande d'ailleurs. À partir de combien de jours parlons-nous d'un arrêt long? À partir de quand on doit s'alerter, se dire là, je dois faire quelque chose, ça va pas ou... Alors, bon, je vais vous sortir une réponse un peu bateau, mais en vrai, je pense que ça dépend. Ça dépend des salariés. Chaque situation est en vrai différente. C'est là où la connaissance des collaborateurs est importante. C'est pas la même chose. Et on en revient. Ouais, ça dépend de l'âge, ça dépend de la personnalité des personnes. Enfin voilà, il peut y avoir des arrêts où on sait que en fait un premier arrêt de 2 semaines pour une telle typologie, ça signale quelque chose de très grave. Ou pour d'autres, ça serait peut-être un moins grave, c'est une maladie, c'est juste qu'ils mettent plus de temps à récupérer, etc. Donc il faut être effectivement capable de très rapidement, en connaissant le collaborateur, c'est là où la connaissance du collaborateur est importante, et même le suivi des sondages. C'est pour ça que je vous rappelle, le suivi des sondages, ça nous donne un historique. Vous pouvez voir en gros, OK, dans la baseline, qu'est-ce qui s'est dégradé. Donc ça refait écho à ce qu'on disait sur la détection. Vous allez être capable en fait de savoir assez rapidement, comme avait dit Elodie, c'est quoi la grande cause. Est-ce qu'on parle d'une problématique de burn-out? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui est plus lié au physique ou une maladie, un virus? Pour le coup, pas grand-chose à faire. Et du coup, ça c'est important de très rapidement de connaître pour avoir son modèle, par exemple, de savoir est-ce que c'est grave ou pas grave selon le type de collaborateur. J'appuie également Louis quand il dit de bien connaître vos collaborateurs. Alors souvent, dans des plus gros, ça dépend de la taille de l'entreprise, on ne peut pas connaître tous les collaborateurs. Par contre, c'est vrai que le rôle des managers est extrêmement important aussi dans ces phases. Ça permet aussi la détection et donc la communication, c'est aussi ultra important. Combien on a vu de cas comme ça, effectivement, ça fait écho. Ça me fait repenser à des situations. J'essaie de capter un peu les questions, les réactions dans le chat au fur et à mesure, mais je pense qu'il y en a peut-être certaines que j'ai laissées sur le bas-côté. Donc, n'hésitez pas dans le chat à vous manifester si jamais vous avez des questions qui sont restées en suspens. Ingrid qui réagissait sur le cas de la Belgique, qui disait « Ouais, c'est du bon sens, en fait. Finalement, ça devrait presque être quelque chose d'obligatoire aussi en France, puisque ça relève du bon sens aussi. » En attendant de voir si des questions apparaissent, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous auriez aimé partager tous les deux, des compléments à ce qui a pu être dit pendant ces premières 50 minutes, un résumé peut-être de ce que vous avez partagé aussi? Je reviens du coup sur la question de la Belgique et du bon sens, où effectivement, ce serait top si toutes les entreprises pouvaient mettre ça en place. Et je pense que beaucoup de RH souhaiteraient le mettre en place, mais que du coup, on retourne un peu au cercle vicieux de la gestion des priorités, le temps qui, du coup, elles n'ont pas le temps. Donc déjà, c'est surtout si on veut qu'il y ait moins d'absentéisme, c'est de partir du constat, de savoir ce que ça représente aujourd'hui dans leur entreprise pour ensuite mettre en place les bons leviers et pouvoir se dégager ensuite du temps, du budget pour pouvoir mettre en place ce qu'elles souhaitent. Voilà un petit peu mon mot. Et que il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y avait une réaction dans le chat aussi, je vous la partage avant Louis que tu complètes. Il y a Mélie qui dit il y a aussi peut-être une nécessité de former les médecins sur les conséquences des arrêts injustifiés sur l'économie nationale. Je suis peut-être un peu naïve, mais je me dis quand même ils le savent bien, non? Non? Après, moi j'avais entendu parler d'une amie qui a ses parents médecins également et qui disent que en fait ils ont tellement de consultations qu'à un moment, en fait, ils ne peuvent pas prendre autant de temps s'il est vraiment malade. Et que... C'est là qu'on se dit qu'on est vraiment dans un cercle vicieux qui touche absolument toutes les parties prenantes du sujet, en fait. Je pense. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple que ça. Mais ouais. Louis, est-ce que tu veux compléter? Ouais, je pense que c'est important sur ces sujets-là aussi de sensibiliser les collaborateurs que, in fine, ce n'est pas l'État qui paye, c'est l'entreprise. Parce que je pense que les gens oublient pensent trop souvent que ça va être du coup le pot commun, alors que la réalité dans tout ça, c'est que
comme on l'a vu au travers de la prévalence, mais c'est vrai au travers de la santé, puisque l'État se désengage aussi également dans la santé, des remboursements de santé. Du coup, comme il y a une imposition, comme aujourd'hui, c'est les entreprises qui, au travers de la mutuelle collective obligatoire, et ça, je pense que c'est très bien, participent à la santé, le fait que ce soit les assureurs qui payent plus, in fine, ils vont répercuter les cotisations et on le voit, chaque année, les cotisations augmentent pour les entreprises. Et donc, du coup, finalement, c'est les collaborateurs et l'entreprise en effet différé qui payent. Et ça, je pense que c'est important que tout le monde soit aligné là-dessus. C'est la première chose parce que c'est expliquer qu'en fait, il faut engendrer des comportements responsables pour tout le monde et les responsabiliser notamment là-dessus. Ça, c'est moi le premier point sur lequel je pense que c'est important, il y a un bien sûr. travail d'éducation. Et le deuxième, je pense que pour toute l'équipe de direction, c'est valable à tout le monde, même pour les ressources humaines et pour les directions, c'est effectivement créer cette boucle de feedback, soit avec des outils, soit par la culture. Parce que je pense que quand même beaucoup de choses, même notamment dans la prévention, peuvent être réglées, notamment s'il y a une culture, en gros, du retour, du feedback des salariés, soit au travers de boîtes à idées, soit au travers du coup, de réunions régulières et une communication transparente et apaisée. Du coup, ça permettrait d'avoir effectivement plein de choses qui peuvent être gérées. Ça, je pense, c'est très important parce qu'on oublie souvent cette culture du feedback et effectivement cette sensibilisation sur les coûts. Très clair. Alors, question peut-être un peu plus technique, à voir si vous avez la réponse, mais Margot qui dit lorsqu'un contrôle médical est effectué par Mediverif ou Medicat Partner, je vais y arriver, par exemple, est-ce qu'on peut faire appel à un autre organisme et si oui, sous combien de temps d'intervalle? Vous pouvez faire appel à un autre organisme, il y en a plusieurs, il n'y a pas de temps d'intervalle. Ok. Bon, très bien. Et un autre sujet aussi, c'est Christelle qui demandait de votre côté, qu'est-ce que vous proposez pour aider les entreprises? Vous parlez de sensibilisation, mais est-ce qu'il y a d'autres choses pour vous, selon vous, peut-être du côté de Sidecare, concrètement, vous, comment vous agissez? C'est peut-être l'occasion d'en parler un peu. Oui. Nous, en fait, chez Sidecare, on a vraiment deux missions. La première, nous, on est basé sur le modèle du courtage, donc on va déjà optimiser les contrats. Et ensuite, on a vraiment une deuxième mission, c'est sur l'aspect accompagnement, où on va être un réel partenaire pour les entreprises pour construire un écosystème santé, en fait, ultra complet. Et donc, ça va passer par plusieurs services. Donc déjà, la première, c'est comme l'a dit Louis tout à l'heure, c'est aider en fait les RH à utiliser au mieux tous les services assureurs, le fonds social, des actions de communication, les conseiller avec une vraie personnalisation en fonction des enjeux de l'entreprise. Et ensuite, ça va également passer par notre plateforme. Nous, notre plateforme, elle est tripartite, donc il y avait vraiment une plateforme côté RH avec énormément d'outils qui sont mis en place. Comme une boîte à idées qui permet de récolter un petit peu des idées, un mood board. Vous pouvez également lancer des enquêtes en interne qui permettent aussi de prendre la température. Voilà, il y a énormément d'outils qui sont mis en place et qui permettent au RH par la suite d'actionner certains leviers. Peut-être oublier ça. Ouais, je pense que ce qui est important aussi, qu'on a construit, nous, pour vous dire, c'est quand même rentrer dans notre ADN, où maintenant on parle même de politique santé. Nous, en fait, on aide les entreprises à créer, piloter et déployer leur politique santé. Parce que nous, on est parti du constat que ce n'est pas nous qui connaissons bien l'entreprise, généralement, c'est les dirigeants et du coup, les responsables des ressources humaines. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de les aider à personnaliser leur politique santé. En gros, ils vont dire ça me sert, ça ne correspond pas du tout à ma culture. J'ai déjà quelque chose en place où ça ne marchera pas. Et du coup, nous, en fait, on a vraiment une sorte de série de modules ou de choses qui peuvent en fait correspondre à différents profils, qui peuvent aider à la fois sur la prévention, à la fois sur avoir des impacts directement sur le social direct. Par exemple, on a mis en place la Sidecare qui permet des avances de frais de santé pour protéger en fait les populations les plus à risque ou qui ont des moyens financiers limités et qui leur permettent de toujours aller chez le médecin sans avoir à avancer des frais. Il y a plein de petits modules comme ça qu'on a construits et l'idée c'est d'avoir en fait cette palette de solutions qui correspondent à, en fait les entreprises vont créer en fait leur politique santé et nous on est juste là pour les aider et en fait créer cette plateforme qui va les aider à déployer la politique santé qui correspond le mieux à leur entreprise. Parce que in fine on y revient même, c'est pas nous qui connaissons mieux l'entreprise, c'est vraiment les RH.
Enfin, là, on a parlé du côté employé, mais il y a du côté du côté RH, on a tout le côté employé. Où en fait, on a créé toute une clinique digitale, du coup, qui va permettre en fait là clairement d'accompagner les employés, hein, et même leurs ayants droit, parce qu'on a créé une application également à la fois pour les employés et pour les ayants droit, pour éviter qu'ils se partagent, etc., pour vraiment qu'il y ait une personnalisation de l'expérience. Donc là, on a tout un volet clinique digital où en fait, on va accompagner le salarié avec des modules de prévention, donc sur les troubles musculo-squelettiques. On va leur permettre également de faire en fait, des questionnaires de santé. On va leur permettre de les accompagner dans leur santé mentale. On a tout un module qui s'appelle SideZen. Et enfin, on va aussi les aider, les accompagner à trouver en fait les meilleurs soins pour le meilleur prix. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire en gros, on a un module de lunettes qui permet d'avoir des meilleures lunettes, même de marque, au meilleur prix. Et donc qui permet en fait d'accéder à des soins au meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Ça va être des choses très concrètes sur lesquelles on va agir et qui vont permettre du coup de réduire les frais à la fois pour l'entreprise et pour l'employé, d'avoir une meilleure prévention et des meilleurs soins. Et vous l'aurez compris, vous qui nous écoutez, le but du webinaire aujourd'hui, c'était d'apporter du très pratico-pratique. Ce que je vois Colette dans le chat qui dit c'est dommage qu'on n'ait pas approfondi sur les causes multifactorielles côté salarié. Mais évidemment que oui, c'est dommage, mais c'est qu'aujourd'hui, le webinaire se concentrait sur des aspects, et d'ailleurs Louis l'a dit en intro, on l'a dit, on ne va pas aborder la partie culture, management, pourtant ça c'est la base même pour un climat sain dans une entreprise. Là, on a vraiment, la volonté, c'était d'aller sur des axes très pratico-pratiques. Et Charles dit dans le chat, je trouve le webinaire centré sur les coûts plutôt que les conséquences sur les salariés, ce qui est pertinent à mon sens. Et oui, aujourd'hui, on était dans la volonté d'être très pratico-pratique. Ça peut faire l'objet d'un autre webinaire, en revanche, si vous voulez qu'on aborde plus la partie compréhension, état des lieux de où on en est en entreprise et côté salarié, voire RH sur cet aspect-là. Mais c'était pas le propos sur lequel on s'attardait aujourd'hui. Une dernière question avant de se quitter. On rebond avec l'actualité, puisque Stéphanie nous dit « Qu'est-ce que vous pensez de la nouveauté du gouvernement qui est que les arrêts maladie pendant les congés permettront aux salariés de reporter leurs congés ? Est-ce que ça veut dire potentiellement plus d'abus ou pas ? Enfin voilà, est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'un point de vue… si on reprend le sujet de départ, l'absentéisme et la crise de l'absentéisme, est-ce que ça peut être une bonne chose ou pas au final ? Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que ça part d'une lecture qui est quand même une lecture qui est en théorie très, très louable. Hein, c'est-à-dire, effectivement, lors d'un congé, si un salarié n'a pas pu se reposer, on pourrait se dire qu'effectivement, il doit pouvoir le reporter et il a le droit. Ça, pour le coup, moi, je pense que c'est en théorie, je pense qu'il y a plein de choses qui sont concrètement bien et je pense que ça reste bien. Comme on dit, souvent, c'est la sensibilisation et la pratique qui fait qu'à système généreux, faille de fraude. Donc, c'est ce qu'on en fait derrière. C'est ce qu'on en fait derrière, en fait. Voilà. Donc, pour moi, je pense que le système, ça part d'une analyse qui est juste, que c'est effectivement, ça n'arrive pas au bon moment pour le gouvernement français, ça c'est un point. Mais ça, c'est autre chose. Et c'est vrai que d'un point de vue administratif, ça encore alourdi, si vous voulez, le traitement qui peut se faire, parce que je n'imagine pas comment ça marche du niveau paye. Mais voilà. C'est un des points soulevés par la communauté RH. C'est que forcément, on se dit, encore du boulot pour nous. Non, mais voilà, c'est sûr que souvent, ça part d'un sentiment louable, mais ils oublient complètement les conséquences pratiques. C'est pour ça qu'on a ce genre d'ateliers qui sont engendrés par ce genre de choses. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est une bonne chose. Enfin, c'est louable. Moi, je comprends très bien pourquoi ils le font. Et c'est un alignement européen, c'est le droit européen. Oui, après, c'est ce que dit Mireille dans le chat. Ils se sont alignés aux normes européennes aussi, c'est pour ça. Après, je pense que d'un point de vue pratique, je ne sais même pas comment… Enfin, ça engendre encore beaucoup d'allers-retours. C'est une usine à gaz un peu, quand même, ouais. Donc, voilà ce que j'en pense. Oui, je pense que… Ok. Bon, on arrive au terme de ce webinaire et j'aime beaucoup cette dernière slide proposée par Sidecare. Prenez soin de vous, surtout. Je crois que c'est le mot d'ordre aussi à retenir de tout ça. Hein. C'est vrai qu'on était très pratique, coût, etc. Mais il y a aussi ce message-là qui est important. Vous voulez relayer tous les deux ? Oui, clairement, oui, il faut prendre soin de soi. C'est hyper important et surtout vous dans vos métiers parce que vous avez un métier très important et parfois que beaucoup sous-estiment. Et heureusement, vraiment, que vous êtes là. Voilà, donc prenez soin de vous.
Eh ben merci pour cette belle conclusion. Merci Elodie, merci Louis pour ces échanges. C'était vraiment chouette de pouvoir aborder ce sujet qu'on n'avait pas forcément autant exploré d'un point de vue pratique sur Culture RH, donc c'était une belle occasion de le faire. Moi, je vous retrouve bientôt. Hein. Le mois de septembre s'achève, mais on réfléchit déjà à octobre. On est déjà parti. On va parler formation jeudi, si jamais vous voulez nous rejoindre, si ce sujet vous parle. Comment mesurer l'impact réel des formations en entreprise, pour les RH, rendez-vous jeudi à 11h sur Culture RH, comme d'habitude. Et rappel d'Ingrid dans le chat, n'oubliez pas le modèle Excel surtout. Hein. Je crois que vous êtes beaucoup à le réclamer. On compte sur vous, hein, Elodie et Louis, pour le relayer. On vous le transmet, promis, ça va vous aider. Vous allez pouvoir dégager du budget pour des formations. Et ben voilà, la boucle est bouclée. Merci à vous deux, merci beaucoup. beaucoup. À très bientôt. Au revoir.